Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission matin, le tout premier numéro de la semaine. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous avec beaucoup de promesses, peut-être aussi des défis et surtout d'opportunités. Et comme le dit cette citation de Bouddha, chaque matin nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes en forme ce matin pour donc vaquer à vos occupations. Nous sommes là, installés ce matin pour vous encourager. Et je suis sur le plateau avec Rom Nelum Sengar. Bonjour. Bonjour Madame Irène, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos chers internautes et également les auditeurs qui nous captent même à l'instant à la radio Electron FM. Nous vous disons bienvenue à votre e-matin qui commence, c'est le premier numéro de la semaine et nous sommes fiers d'être là pour vous servir car vous servir est notre devoir. Tout à fait, Roms. Et ce matin, nous allons démarrer la semaine en amenant nos téléspectateurs, auditeurs dans la province du lac. Oui, pour découvrir les On merveilles va, on de va ces... découvrir les merveilles, on Ouais, va découvrir les richesses de ce pays. ouais. On va parler un peu de cette race bovine qui est en voie de disparition. Oui, On a appris cela à l'école primaire. oui, à l'école primaire, on Voilà. parle de... ouais. On veut parler ici des bœufs couris. Oui. Voilà, j'espère que vous vous rappelez. Hein. Sinon, C'est race courie, non? race couris Oui. aussi, voilà. C'est une race qui est en voie de disparition, mais il y a un travail qui est abattu donc, dans la province du lac pour donc pérenniser ou maintenir cette race. On va aller de ce côté-là, on va sur cette petite capsule avant de revenir sur le plateau. Why not? Good thing, yeah. Good. L'objectif du centre, c'est l'amélioration de la race bovine Kouri. C'est une race qui vit dans le lac Tchad. Il a une importance économique sur le point de vue lait et viande. Quand le projet ProLac est arrivé, un certain nombre d'activités a été réalisé. D'abord, la réfection du bureau et des salles de mise bas des animaux, comme c'est une maternité des animaux, et puis l'addition d'eau. Et ensuite, il y a la réfection aussi de ces parcs-là. La race en tant qu'elle est une race qui améliore, qui a une capacité génétique de production de lait et de viande par rapport aux autres races qui sont là. Ça, c'est ce qui est du point de vue économique est très important. Et ensuite, cette race aussi est attachée au régime du lac Tchad. Comme le lac Tchad est en train de disparaître, et lui aussi, c'est une ressource disparaître. Donc, il est question de rassembler cette matériel génétique-là pour conserver et développer. Aussi, pour appuyer les éleveurs à travers le centre, ProLac Projet a aussi initié des formations, surtout en santé base animale. Et on a fait venir des éleveurs ici, ils ont reçu des formations.
Voilà, nous revenons donc sur le plateau Ramsa. Ah oui, nous sommes de retour. Et, et donc, c'était la race Kouri, hein, qui Ouais. est beaucoup plus, on trouve dans la zone du lac. Tchad. Voilà, voilà. Et au-delà de ça aussi, hein, on trouve ça de l'autre côté du Oui, Niger, oui, ouais. Nigeria. Puisque quand on ça- parle de la région du lac, Lac, ça voilà. regroupe tous ces pays-là, le Niger, le Donc, Cameroun voilà. et tout ça, oui. Eh ben, c'est une race qui tend à sa Ah, oui, disparition, alors que c'est une belle ressource pour le Tchad, je peux dire ça. Ouais. Mais là, Ça produit beaucoup de lait, beaucoup, une évidemment. bonne chair. Ouais, mais Voilà, très bien. c'est pas qu'est-ce qu'il faut encore faire en ce moment pour pérenniser. Ouais. Sinon, c'est dangereux si on arrive à perdre ces ressources, si on arrive Ouais. à perdre cette race. Je pense que ça serait un peu compliqué pour Heureusement, le PROLAC est en train de faire ce travail-là dans ce centre de recherche pour donc la valorisation de la race bovine Kouri. Voilà, donc on a confiance que cette race ne disparaîtra pas. Espérons bien. Espérons bien. On espère bien que ça ne va pas disparaître, car c'est très important pour le Oui. Tchad, hein, vraiment. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous permettre de démarrer bien la journée en vous amenant donc dans la province du lac. Nous faisons un petit coucou à tous les ressortissants de la province du lac. Ah ouais. Et ceux qui sont ici également en N'Djamena, un petit coucou à vous. Alors, on va à présent parler bien-être. Ouais. On va aller du côté de la régie. On retrouve le professeur Ouroupou qui nous parle d'une étape de la vie de la femme. De la vie de la femme, évidemment. Voilà. Donc, on va suivre cela avant de revenir sur le plateau. La ménopause, c'est inconnu. L'orage hormonal quand la ménopause bouleverse les corps et les couples. La ménopause n'est pas une maladie, mais une transition biologique naturelle marquant la fin de la fertilité. Vers 50 ans en moyenne, les ovaires cessent de produire oestrogène et progestérone, déclenchant un séisme physiologique. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale. Mais derrière ces symptômes visibles se cache un bouleversement psychique profond. 70% des femmes rapportent des sautes d'humeur, de l'irritabilité ou une anxiété paralysante. Les oestrogènes, par contre, sont un bouclier psychique naturel. Leur chute brutale perturbe la production de sérotonine, altérant l'équilibre émotionnel et cognitif. Ajoutez à cela les sueurs nocturnes qui sabotent le sommeil et vous obtenez une tempête parfaite. Pour certaines personnes, une sensation de dépression. L'impact invisible, le rouleau compresseur émotionnel. Sensibilité à vif. Oui, un mot anodin devient une blessure. Les fluctuations hormonales amplifient les réactions, créant des malentendus dans le couple. Parfois, c'est comme un deuil de la féminité. Pour certaines femmes, je ne suis plus désirable. Mon corps me trahit. La peur de vieillir ronge l'estime de soi. Un épuisement invisible. 80% des femmes ménopausées parfois souffrent de fatigue chronique, impactant leur travail et leur vie sociale. La bombe à fragmentation conjugale. Pour certaines femmes, elles peuvent dire aux hommes, tu ne penses qu'au sexe. Oui, derrière cette accusation, une réalité physiologique. La sécheresse vaginale rend les rapports douloureux pour 40% des femmes. Mais le paradoxe, 75% n'osent pas en parler à leur partenaire par gêne. Pourtant, une étude canadienne le confirme, 80% des hommes sont prêts à écouter, mais ignorent comment aborder le sujet. Pour survivre face à cela, 5 armes pour les couples. Premièrement, il faut briser le silence. C'est la clé. Créer un espace sans jugement. L'homme qui s'informe sur la ménopause devient un champion de sa partenaire. Il faut plutôt utiliser le je me sens vulnérable au lieu de tu ne me comprends pas. Évitez les solutions miracles. Écoutez, encore écoutez. Deuxièmement, il faut réinventer l'intimité.
Le désir ne meurt pas, il se transforme. C'est pourquoi privilégier les caresses, les massages, les gels lubrifiants sont des alliés, non des aveux d'échec. Érotiser autrement, un dîner aux chandelles, une lettre d'amour, les langages de l'amour, mots, gestes, temps partagés, réveille la connexion. Troisièmement, il faut s'unir contre la tempête. Oui, accompagnez-la chez le gynécologue. Les traitements hormonaux substitutifs ou bien les antidépresseurs peuvent sauver une vie pour certaines personnes. Mais il y a aussi des rituels complexes. La marche en forêt. L'activité physique booste les endorphines et réduit les bouffées de chaleur. Et célébrer la renaissance. La vie après la ménopause peut être meilleure qu'avant. La ménopause ouvre une ère de liberté. Fin des règles, des contraceptions. Des couples redécouvrent une complicité délivrée des craintes de grossesse. La ménopause n'est pas une fin, mais un passage. Les couples qui osent parler, s'adapter et rire ensemble découvrent une intimité plus profonde, libérée des tabous. Car l'amour ne craint pas les tempêtes. Il apprend à danser sous la pluie. La ménopause n'est pas une maladie, mais une transition biologique naturelle, marquant la fin de la fertilité. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Voilà, ménopause, les femmes ménopausées, c'est ça, c'est une période où la femme va cesser peut-être de faire la production, n'est-ce pas, si je comprends bien. C'est un peu compliqué pour moi d'expliquer parce que quand j'écoutais le médecin en train de donner comment on appelle, les conséquences, ou je peux appeler ça comme ça, autour de cette période, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, voir une femme qui, pendant un moment, elle se fâche, elle s'énerve. Voilà, et puis voir encore cette période qui vient bouleverser un couple qui vivait, disons autrefois dans la paix, et puis du coup, comme ça, à cause de ça vient bouleverser un peu le couple. Si on ne se tient pas bien, hein, ça bouleverse le couple. Il faudrait donc que l'homme puisse comprendre la femme et que la femme aussi puisse comprendre que c'est une étape normale dans sa vie. Généralement, on n'accepte pas, hein, nous les femmes. On se dit que la ménopause, là, quand ça arrive, c'est comme si on est déjà... Ouais, on n'est plus important, on n'est plus utile, on est vieille. On ne se sent plus désiré. C'est ce que la plupart des femmes pensent. Que déjà, arrivée à la période de ménopause, c'est que c'est fini pour elle. Elle est déjà vieille, elle n'est plus machin. C'est ce qui se dit même souvent par certaines femmes. Mais à écouter le médecin, je pense que ce n'est pas... ce n'est pas une fin en soi, ça doit être... Il le dit si bien que c'est une meilleure étape de la vie de la femme. Hein? Vraiment. Donc, nous prions à ces femmes-là de comprendre que c'est une étape de la vie, c'est une étape de leur vie et qu'elles doivent accepter et qu'elles doivent continuer à vivre. À vivre. Sinon, ne pas utiliser ceci comme une fin en soi, un aspect des problèmes. Ça ne serait pas du tout. Tout à fait. Donc, c'est une étape normale de la vie de la femme. Il faut l'accepter. Et le professeur l'a si bien dit que ça s'accompagne avec beaucoup de signes qui peuvent mettre mal à l'aise la femme. Il faudrait peut-être tout de suite consulter le médecin parce qu'il y a des femmes qui ne savent même pas qu'elle est en train de faire la ménopause. Hein. Elles ne le savent pas. C'est cette information-là qui manque aux femmes. Voilà, qui manque aux femmes. Donc, il faut rapidement aller voir un gynécologue. En tout cas... les spécialistes de la santé. Pour les expliquer comment ça doit se passer, comment elles doivent se comporter, comment elles doivent s'adapter même à ce moment, et comment elles doivent faire pour que ceci n'affecte pas peut-être avec le monsieur. Le monsieur, tout à fait. Et là, le gros problème souvent, c'est avec le monsieur, hein, surtout... la partie intime, l'intimité entre l'homme et la femme prend vraiment un coup quand la femme entre dans la ménopause. Voilà, comme le médecin l'a dit, le professeur l'a dit, qu'il y a beaucoup de signes
qui s'accompagnent de cette ménopause. Et puis, ça fait que la femme ne veut pas que le monsieur la touche, il y a trop de problèmes. Ouais. Donc, ça a vraiment un impact sur la vie sexuelle du couple. Donc, il faut voir un spécialiste de santé, il faut s'informer, il faut connaître son corps. Ouais. Quand on commence à sentir ces signes, il faut aller tout de suite voir un médecin, un spécialiste de santé. Mais nous aussi, les femmes, là, on ne donne jamais notre vrai âge. On est toujours jeunes. On passe notre temps à baisser notre âge. Ouais, alors que la ménopause est là, mais on dit non. Déjà, Non, pas moi. Non, on n'accepte pas on d'être n'accepte pas et ça ménopausé, devient tout ça. compliqué. Donc, il faut dire son vrai âge. Il faut dire son vrai âge parce qu'en disant son vrai âge, on comprend que voilà, arrivé à telle période, on doit faire face à une situation quelconque et c'est nécessaire. Mais le plus important, c'est l'information autour de cette période. Tout à fait. C'est ce qui cause tellement de problèmes. Il va falloir que les Les femmes, femmes tout ont comme besoin les d'être hommes, accompagnées. Hein. voilà. Ouais. C'est-à-dire les deux parties doivent avoir des informations précises sur la période de ménopause. Ouais. Comme ça, quand ils arrivent à cette instance, je pense qu'il n'y aura pas assez de machins. Tout parce à fait. que là, on se comprend. Il faut Mais la du coup, communication. voilà, quand on n'est pas bien informé, Non, mais- quand on ne communique pas autour de cette histoire, je à pense fait. qu'il va toujours avoir des problèmes. Tout à fait. Et le professeur l'a dit également que il est possible d'avoir la sexualité pendant la ménopause. Parce que pour certaines femmes-là, on me croit. Ah, ça dit- Carrément, hein. Non, c'est fini. C'est fini, donc. Oui, oui. Alors, non, c'est- Le c'est- monsieur, c'est tu quand n'as même qu'à aller te compliqué. débrouiller. Mais quand c'est comme ça, et si jamais le monsieur tente alors d'aller ailleurs, Ah, est-ce ça, que c'est un la autre question de problème la encore. jalousie sera encore là parce que... Bah ouais, En c'est- tout cas, le débat est intéressant, mais Ah c'est ouais. l'heure Je de vois. Actu Matin. Vraiment. On va s'informer des nouvelles d'ici. Et d'ailleurs, Oui. avant de revenir sur le plateau pour recevoir notre premier invité. D'accord, c'est important. La prévalence de l'excision varie considérablement selon les provinces. Dans la province du Mandoul, berceau de l'ethnie Sara, plus de 80% des femmes et filles sont excisées selon les données de CARE, publiées en février 2024. Plus les combats se multiplient pour son éradication ou abolition, plus d'autres cas se multiplient. Mais, selon Madi Rangar Alkwa, coordinateur de ARED, l'excision demeure un gagne-pain pour certains dignitaires. L'excision aujourd'hui est devenue, ce n'est plus une question de coutume. Si vous réunissez même les tenants, les dignitaires même coutumiers, ils te disent si tu veux arrêter l'excision, il faut leur prendre en charge. Ce n'est plus la coutume. C'est une question d'intérêt. Cet avis est également partagé par le garant de la tradition, le chef des cantons de Bessada. Il y en a qui vont aller jusqu'à vous dire que sans cette pratique, ils ne peuvent pas vivre et sans cette pratique, ils ne peuvent pas aussi exercer. Donc, je ne sais pas, il faut taper sur qui pour que cette pratique s'arrête. Nous, au niveau de la chefferie traditionnelle, des fois, quand les gens s'adonnent à cette pratique, on n'est même pas informé. Dans certaines concessions, même le parent, le père de la fille qui est excisée n'est même pas mis au courant. Et c'est le moment indiqué. C'est les vacances. Si certaines sollicitent volontairement se faire exciser, d'autres se voient obligées ou prendre fuite à l'annonce de la nouvelle. Je vivais avec ma grand-mère et ma tante veut m'amener, venir pour m'amener à l'excision. Et quand moi j'avais déjà écouté comme ça, là, moi j'avais s'enfui. Pendant que des voix se lèvent encore pour défendre cette pratique au risque de perdre leur culture ou identité, d'autres par contre en font leur pire ennemi et refusent même d'en parler. Chez nous, on ne pratique pas l'excision. Même nos enfants ne seront pas excisés. Moi, j'ai été excisée étant très petite et aujourd'hui, je le regrette amèrement. Je conseille à mes cadettes de ne pas le faire. D'ailleurs, j'ai des grands-enfants qui ne sont pas excisés et elles ne le seront jamais. Alors même qu'elle est considérée comme une violation des droits de femmes, la pratique de l'excision semble avoir de beaux jours devant elle. Pour accompagner efficacement les femmes dans la lutte contre ces mutilations et surtout leur accès à la santé, une proposition de réforme s'avère nécessaire. Nous, on ne veut pas faire disparaître la coutume, parce que la coutume fait la valeur de la communauté. Mais on plaide plutôt pour sa réforme, qu'il n'y ait pas une amputation d'un organe quelconque, qu'on n'y ait pas une atteinte physique
à qui que ce soit. Le Tchad est l'un des pays au monde où les indicateurs de santé maternelle et infantile sont les plus alarmants, indique CARE International dans son rapport de 2024. Pour ce faire, l'implication de tous les décideurs serait un atout pour un état de santé primordial des enfants et des filles en particulier. تشكل عملية زحف الصحراء التي تغذيها إزالة الغابات والرعي الجائر والتقنيات الزراعية غير المستدامة تهديدا مباشرا للاستقرار البيئي في تشاد. فيما يكي الغربية يسهم الاستغلال المفرط للغابات للأغراض المنزلية وخاصة كهتب للوقود إلى جانب الضغط الزراعي في التأكل السريع للنظم البيئية المحلية واختفاء أنواع الحيوانات والنباتات وزيادة ضعف المجتمعات المحلية. يتحمل سكان الأرياف الذين يعتمدون بشكل كبير على الموارد الطبيعية عواقب هذا التدهور وتعرض أمنهم الغذائي وإمكانية حصولهم على المياه ونوعية حياتهم للخطر بشكل متزايد يوميا. وفي مواجهة هذا الوضع من الضروري تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية والبشرية لضمان إدارة بيئية مستدامة ومنسقة. ويدعو رئيس بلدية بالا السكان إلى المشاركة الفعالة في هذه العملية. ويعد التثقيف البيئي والتوعية المجتمعية ركيزتين أساسيتين لبناء وعي بيئي قوي. إن تشجيع تبني سلوكيات مستدامة وتعزيز إعادة التشجير والحفاظ على المجاري المائية ومكافحة حرائق الغابات كلها إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها. الهدف المشترك الحفاظ على ما تبقى واستعادة ما فقد وبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة. Avec une culture fortement dépendante des pluies, le Tchad fait face depuis quelques années au changement climatique. Entre l'arrivée des pluies tardives, les irrégularités en pleine campagne agricole et les inondations, beaucoup des producteurs dont les moyens de culture demeurent traditionnels peinent à avoir une bonne productivité. Pour Ngar Ingam Rodolphe, environnementaliste et cadre de développement, afin de faire face à la rareté ou l'irrégularité des pluies durant une campagne agricole, le meilleur atout pour le producteur demeure la prévention à travers le choix des variétés précoces. Ensuite, faire des pépinières pour des répiquages en ce qui concerne les cultures pluviales. Pour faire face au retard de pluie, ce que le cultivateur devrait faire, c'est simplement de pouvoir prévenir ce retard de pluie-là en choisissant des variétés à mettre en place. Généralement, on choisit des variétés précoces. Il ne faut pas seulement se tenir à des variétés précoces parce qu'il y a des variétés paysannes qui sont là, des variétés de nos parents qu'on ne doit pas laisser tomber. Des variétés comme le mil et le sorgho, par exemple, s'adaptent bien à l'aridité. Donc, il faut mettre en place ces cultures-là de manière à ce que, par exemple, les 600 ou les 700 mm de pluie qui vont tomber puissent s'adapter. Il faut aussi commencer à faire les pépinières pour des cultures qui sont pluviales, c'est-à-dire des cultures qui ont besoin d'une grande quantité d'eau. Dans ces cultures-là, c'est par exemple le riz. Il faut déjà produire des pépinières. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a un retard de pluie, c'est-à-dire que les inondations sont peut-être quelque part. Donc, dès qu'il va pleuvoir assez suffisamment, ce qu'on a fait en pépinière, on le répique simplement. Face au changement climatique, pour la fertilisation des sols, il est conseillé aux producteurs l'utilisation des composts naturels et la diversification des activités. De nos jours, on fait face au changement climatique. Et ce changement climatique-là, les produits chimiques ne peuvent pas être des solutions pour nous. Alors, pour des producteurs, nous leur conseillons l'agroécologie. Alors, mon conseil pour eux, c'est d'utiliser le compost, des fumiers, les biofertilisants et les biopesticides. Actuellement, un agriculteur, il ne faut pas compter que sur l'agriculture, même si ça reste l'activité mère. Alors, il faut se tenir à des activités comme l'apiculture, la pisciculture, des activités qui sortent de la forêt et tout. Donc, c'est très important d'avoir aussi à côté ces activités-là. Le changement climatique est un fait réel. Ses effets sont visibles et parlants.
tous sommes appelés à aider les producteurs afin d'accroître leur productivité. Le clou de girofle est un remède naturel efficace contre les maux de dents et les infections de la bouche. Grâce à ses propriétés analgésiques et antibactériennes, il peut soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les flatulences et les nausées en stimulant la production de sucre digestif. Ses propriétés antioxydantes aident à renforcer le système immunitaire en luttant contre les radicaux libres. Il peut également aider à réduire les inflammations, notamment celles liées aux douleurs articulaires, selon les spécialistes de la santé. De plus, il peut être utilisé pour repousser les mites alimentaires et les moustiques, notamment en plaçant des clous de girofle dans les placards ou en les enfonçant dans des agrumes. Ses propriétés antioxydantes participent à la protection des cellules et au ralentissement du vieillissement. Le clou de girofle est également utilisé pour rafraîchir la laine et lutter contre les bactéries responsables de la mauvaise haleine. En médecine traditionnelle, il est employé pour traiter diverses affections, notamment les infections respiratoires, les douleurs articulaires et les troubles de la ménopause. L'huile essentielle de clou de girofle est puissante et doit être utilisée avec modération et diluée. Elle peut irriter la peau et les muqueuses. Une consommation excessive de clou de girofle peut provoquer des irritations digestives. Il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant l'utilisation thérapeutique, surtout en cas de grossesse, d'allaitement et de prise de médicaments. En somme, c'est une épice aux multiples facettes, offrant des avantages pour la santé et le bien-être, mais dont l'utilisation doit être faite avec discernement et connaissance. قبل تشغيل السيارة أو المركبة تذكروا ارتداء أحزمة الأمان، ففي حالة وقوع حادث يمكن أن تنقذكم. سائقو منظومة الأمم المتحدة لا يعارضوننا. ينصح هؤلاء السائقون دائما بعدم إهمالها. إنها وسيلة حماية إذ تساعد على تقليل الحوادث المميتة، مع العلم أن الطريق يودي بحياة المزيد من الناس. من الصواب أن تواصل الشرطة رصد المخالفات المرورية بإصدار الغرامات والعقوبات. يجب الاعتراف بمسؤولية بعض السائقين المحترفين الذين يستخدمون حزام الأمان أثناء القيادة. إن أحزمة الأمان ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي التزام ينقذ حياة السائق وحياة الآخرين. في حالة وقوع حادث فقد يفقد السائق الذي يهمل ارتداء حزام الأمان السيطرة على عجلة القيادة. معظم السائقين يجهلون هذا الأمر، لذا لا بد من إطلاق حملة توعية للسائقين. تلعب أحزمة الأمان دورا أساسيا في السلامة على الطرق. في حالة وقوع حوادث أو فرملة مفاجئة، في بعض الحالات يكون ارتداء حزام الأمان إلزاميا، وإلا يعرض السائق لعقوبة. من المهم أن يدرك المواطنون أهمية ارتداء حزام الأمان سواء لأنفسهم أو للآخرين. بدون حزام الأمان يكون السائق أيضا في خطر، لذلك من المهم لكل سائق أن يستخدم حزام الأمان. Placé sous le thème La culture Hausa, vecteur d'unité de paix et de développement en Afrique, cette journée a vu la présence des intervenants experts ainsi que des artistes locaux, et ceux d'ailleurs venus partager leur passion et leur savoir-faire devant plusieurs centaines de personnes venues célébrer cette langue qui est l'une des plus parlées dans le monde. L'occasion pour le président de l'Association pour la générosité et l'amitié des jeunes de souligner dans son discours que les Hausa ont une histoire riche et glorieuse, marquée par leur résilience, leur esprit entrepreneurial et leur hospitalité légendaire. Les Hausa sont installés au Tchad à partir du XVIIIe siècle, en plusieurs vagues. Leur présence s'est renforcée au XIXe siècle avec le commerce transsaharien et jouait un rôle important dans l'économie et la société. Ils ont développé des réseaux commerciaux qui leur ont permis de commercer avec d'autres régions d'Afrique et du monde. Réputés par le commerce, tels que vente de tissus, sel, cola et du bétail, et bien d'autres. Ils sont également des artisans œuvrant notamment en tannerie, teinture et confection de vêtements.
Il s'est déplacé à travers le Niger, le Nigeria, jusqu'à le Kanem, Bornou, le Wadaï, le Moyen-Chari et le Lobon. La coordonnatrice de l'Association pour la générosité et l'amitié des jeunes intègres a fait savoir que la langue est un vecteur de culture, d'identité et de transmission des valeurs. Elle unit les peuples, traverse les frontières et nous rappelle l'importance de préserver notre héritage culturel. À travers elle, ce sont des siècles de traditions, de sagesse et de savoir qui vivent encore aujourd'hui. Les femmes, mères et éducatrices jouent un rôle central dans cette transmission. C'est pourquoi nous, à Agadir, tenons à valoriser leur contribution à la préservation de cette langue dans les foyers, les écoles et la société. Cette journée a été l'occasion de célébrer le patrimoine linguistique Hausa et de renforcer les liens au sein de la communauté, d'échanger autour de son héritage culturel et de promouvoir son usage. La présentation des mets traditionnels Hausa et des spectacles de danse typiques ont impressionné les passionnés de cette langue. La troisième journée de la Ligue de basketball d'Injamena entre les Warriors et les Black Caleb. Cette rencontre était sans effet pour les Warriors déjà qualifiés pour la phase finale. Black Caleb opposant de la Croix juive pour sauver son honneur. Il sera question pour les poulains de coach Alain Assal de chercher à prendre au moins une victoire pour cette phase de play-off. Marc Ngoniri tourne de manière intelligente ses joueurs pour éviter les blessures car la course est encore longue, il reste des matchs décisifs et difficiles à venir. Une semaine après la réception officielle des dossiers des candidatures au poste de sélectionneur national, le responsable du cabinet, Djibril Hassan Lawan, a indiqué avoir reçu 66 dossiers représentant 28 nationalités différentes ont été recensés. Conformément à une analyse fondée sur les critères de sélection définis, 3 candidats ont été retenus. À noter que l'évaluation a porté notamment sur les critères suivants: l'étude des pièces fournies, l'analyse du contenu des dossiers, appréciation des projets techniques proposés par le postulant. De la remise du rapport, le président de la Fédération Association de football a salué la qualité du travail qui, selon lui, est effectué par le cabinet avec promptitude et de professionnalisme. Par ailleurs, il a martelé également que le rapport sera transmis au ministère de la Jeunesse et du Sport en vue d'une consultation finale avant les 3 candidats présélectionnés, avant le choix définitif du futur sélectionneur national. Le stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno a reçu une homologation provisoire de la Confédération africaine de football. Cette décision, indiquée par courrier officiel de la CAF, est une excellente nouvelle pour le football tchadien. Elle permet au stade olympique, classé en catégorie 3 selon le critère de la CAF, d'accueillir provisoirement des compétitions officielles de la Confédération. C'est une rêve longtemps attendue par des Tchadiens qui devient réalité. Les Sao désormais joueront leur match à domicile sur leur propre terre devant leurs supporters. Au Maroc, la CAN féminine 2024-2025, le Nigeria récupère sa couronne. 7 ans après leur dernier sacré, les Super Falcons ont remporté ce samedi la 10e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire en 13e édition disputée en battant le Maroc à Rabat 3-2. Le tout dans un scénario audacieux puisqu'elles étaient menées 2-0 à la pause. Le Maroc n'a pu refaire son retard et échoue une deuxième fois d'allier en finale après sa défaite en 2022 contre l'Afrique du Sud. En Europe, la nouvelle recrue du FC Barcelone, Marcus Rashford, portera le numéro 14 durant la saison 2025-2026. L'attaquant anglais, prêté d'une saison par Manchester United, vient
vient renforcer le club catalan. En plus du défi sportif, son arrivée est chargée de symboles comme le numéro dont il hérite, porté par de nombreuses légendes Black ou Ghana. Auparavant, dans l'histoire du club, plusieurs joueurs ont porté, mais désormais, l'ère de Marcus Rashford de porter ce numéro 14. Du côté du Real Madrid, les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid sont au point mort. Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant brésilien demanderait le même salaire que Kylian Mbappé pour signer un nouvel engagement avec le club madrilène. Vinicius avait réalisé une saison 2023-2024 de très haut niveau, conduisant le Real Madrid à des titres notamment en Ligue des Champions et en Liga. L'attaquant avait vécu comme une injuste sa 10e place au Ballon d'Or derrière Rodrigue. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les résumés hebdomadaires sportifs de la semaine. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain pour un autre numéro des actualités sportives nationales et internationales. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la confection de ce journal, Homs. Surtout une très belle conclusion avec cet élément sur le sport. Ah ouais, c'était... Chapeau à Évariste. C'était un résumé qui a donné l'ensemble des informations sportives et c'est tellement vital, c'est ça. S'informer, c'est tellement nécessaire. Tout à fait. Voilà, nous recevons à présent sur le plateau M. Hissène Salim, élève de la 19e promotion de l'ENA, filière diplomatie et affaires consulaires. Monsieur Hissène, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci. D'accord. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous-même? Ça va très bien. Avec vous, nous allons parler du rôle d'un diplomate dans le processus du développement. Mais avant d'entrer même dans le vif du sujet, peut-être nos téléspectateurs, nos auditeurs et internautes aimeraient bien connaître ce que c'est que la diplomatie. Quand on parle de la diplomatie, on fait allusion à quoi exactement en termes simples? Ok, merci. C'est vrai, les auditeurs auront certainement besoin de comprendre parce que la diplomatie, c'est, disons, c'est un métier hautement politique et que c'est peut-être pas facile pour le citoyen lambda de comprendre ça. J'aimerais dire que la diplomatie, c'est l'ensemble des moyens que l'État met en place pour exécuter sa politique étrangère de façon simple. L'ensemble des moyens que l'État met en place pour exécuter sa politique étrangère. D'accord. Souvent, dans nos causeries, nos discussions au quartier, on dit, il faut faire les choses avec diplomatie. Pardon, faire les choses avec diplomatie. Est-ce que la diplomatie a un lien avec la paix, avec le vivre ensemble? Justement, la diplomatie a un lien avec la paix parce que la diplomatie cherche toujours à créer la cohésion sociale, le vivre ensemble, n'est-ce pas, rechercher, quand il y a un problème, rechercher des solutions, le terrain d'entente entre les protagonistes. Donc la diplomatie, c'est bien entendu une branche ou bien une discipline qui cherche à établir une relation ou bien des relations de cohésion entre les États ou bien les peuples, disons. Oui. D'accord. Et puisque nous parlons donc du rôle d'un diplomate dans le processus du développement, dites-nous, quel est donc le rôle d'un diplomate comme vous? Oui, merci. Oui. Merci. Je voudrais d'abord dire merci pour l'opportunité que vous m'accordez ce matin pour que je puisse m'exprimer sur un sujet aussi important que
celui du rôle d'un diplomate dans le processus de développement. Ouais. Pour commencer, je voudrais souligner qu'il serait simple pour beaucoup de personnes, en particulier pour le citoyen lambda, de comprendre ce que fait un président de la République, un ministre, ou encore un maire de la ville, que de comprendre ce que fait un diplomate. Ouais. C'est ici le lieu d'évoquer ou bien de mettre en exergue le rôle capital ou multifacette que joue le diplomate dans un processus de développement, que ce soit au niveau national qu'international. Je dois faire remarquer qu'au-delà de la représentation d'un État à l'étranger, le rôle d'un diplomate renferme ou englobe des aspects clés de développement. Le diplomate, c'est celui-là qui est toujours à l'avant-garde pour établir les relations et les approfondir, consolider et fructifier les liens avec les partenaires au développement. Le diplomate, c'est un facilitateur, un fin négociateur, un promoteur de développement. Le diplomate, c'est aussi un faiseur, et une sentinelle de paix et de la stabilité socio-économique. Car là où un diplomate échoue, c'est le chaos qui commence. Oui. Je voudrais aussi dire que le diplomate est chargé de veiller à la bonne application des accords de libre-échange, des accords commerciaux et des engagements internationaux. Il est aussi chargé de mobiliser les ressources nécessaires pour asseoir un modèle de développement basé sur l'optimum de croissance économique. Il est également chargé de l'industrialisation et de la modernisation de son pays. En résumé, le diplomate est un acteur principal de développement. C'est lui qui est chargé donc de l'établissement et de la préservation d'un environnement de paix, de stabilité. Il est également chargé du rehaussement de la position de la position et du prestige de son pays sur la scène internationale. Et parlant donc de la scène internationale, comment est-ce que la diplomatie tchadienne est perçue aujourd'hui sur la scène internationale? Merci pour cette question intéressante. Oui. La diplomatie tchadienne, disons que avant, elle n'était pas vraiment, perçue de façon claire, parce que il y avait donc il y avait pas tellement vraiment, je peux dire. Des diplomates, non, il y avait des diplomates, mais les acteurs de la diplomatie n'étaient pas, disons donc, très actifs sur la scène internationale. Et ces derniers moments, ils ont compris que la diplomatie est un maillon essentiel du développement
Et aujourd'hui... Ils n'étaient pas très actifs parce qu'on ne les impliquait pas. On les impliquait, mais Pas beaucoup. non, on les impliquait. Le Tchad a toujours... C'est un pays qui a des relations avec beaucoup d'autres pays. Seulement que les diplomates vivaient, disons, ne voulaient pas... comment dire... S'afficher, oui. Ne voulaient pas peut-être tellement s'afficher, mais avec le temps, ils ont compris que voilà, la diplomatie doit être au premier plan quand il s'agit des relations extérieures, des relations de coopération et autres. D'accord. On comprend que les diplomates ont plusieurs casquettes. Ils font beaucoup à la fois. Ils jouent un très grand rôle dans le processus du développement. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir Hissène Salim, qui est donc élève de la 19e en promotion à l'INA, filière diplomatie et affaires consulaires, dont un futur diplomate. Quel est votre rêve après cette formation? Il faut rappeler également que d'ici mercredi, ils vont recevoir... vous allez faire votre sortie d'ici mercredi, oui, d'ici mercredi, vos parchemins. Justement, oui. Voilà. Quel est votre rêve après cette formation en diplomatie? Bon, le rêve, c'est que je voudrais poursuivre encore avec le cursus. Oui. Si j'ai l'opportunité, je voudrais intégrer encore, que ce soit ici au Tchad, que ce soit dans les autres pays, je voudrais encore intégrer une école pour pouvoir continuer le cursus. Et d'abord, je voudrais servir le pays. Et après avoir servi le pays, je voudrais encore progresser dans les études pour pouvoir avoir une connaissance large dans le domaine de la diplomatie. D'accord. S'il y a un problème qui vous tient à cœur dans notre pays ou bien dans nos relations internationales, que vous, en tant que diplomate, demain, vous aimeriez résoudre, ça sera quoi? Bon, s'il y a un problème qui me tient à cœur, je pourrais dire c'est d'abord la cohésion ou bien la paix au Tchad. Parce qu'on dit sans la paix, il n'y a pas donc de développement. Et nous voyons que notre pays nous savons que notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles et que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des problèmes en ce qui concerne le vivre ensemble. C'est un secret de police. Un secret pour personne. Voilà, c'est un secret pour personne. Donc, mon rêve, c'est de voir les Tchadiens vivre ensemble, vivre en paix, évoluer ensemble, travailler d'arrache-pied pour faire avancer ce pays qui nous est vraiment cher. D'accord. Qu'est-ce que vous allez mener concrètement comme action pour que ce vivre ensemble soit effectif? Ce que je pourrais mener comme des enquêtes ou des démarches, je passerai par des voies, des canaux comme votre plateau comme ce matin, comme les médias. C'est le meilleur moyen d'atteindre le public. Donc je passerai certainement par la presse, que ce soit la presse écrite ou bien la presse orale. Bon, les médias, les télés, la radio, et ainsi de suite. Je ferai en sorte que voilà, le message puisse atteindre l'ensemble du public, l'ensemble de la population, pour que vraiment il y ait un changement. Moi, je voudrais ajouter un peu. Bon, là, en l'écoutant, c'est beaucoup plus interne, c'est-à-dire c'est ce qu'il cherche à faire ici, à résoudre les problèmes ici en interne. Mais étant aussi diplomate, qu'est-ce qu'il fera
n'est-ce pas, pour le Tchad, c'est-à-dire, vu tout ce que le Tchad traverse en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire pour peut-être donner une belle image du Tchad à l'extérieur? Parce que la diplomatie, c'est aussi avec les autres pays. Ouais. Tout à fait. Justement. Il s'agit là de la diplomatie, ce que vous dites, c'est la diplomatie numérique. La diplomatie, aujourd'hui, a évolué. Avant, la diplomatie était, comment dire, disons, classique. Les gens étaient, c'était des relations entre pays, et puis c'était dans un cercle restreint. Il faut aller au bureau, rester dans les quatre coins, signer des accords et autres. Et aujourd'hui, la diplomatie a tellement évolué que voilà, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. On parle de la diplomatie économique, la diplomatie environnementale, la diplomatie numérique, ainsi de suite. Donc, comme ce que vous venez de dire, je venais de dire tantôt que c'est la diplomatie numérique, c'est un moyen de communication. Un moyen, c'est-à-dire un système de communication qu'un État met en place pour, n'est-ce pas, donc, avoir une certaine visibilité. Vous allez vous rendre compte que dans chaque représentation diplomatique, que ce soit une ambassade, que ce soit un consulat, il y a toujours un acteur de communication. C'est vous d'ailleurs qui faites le boulot. C'est un acteur de communication, un agent de communication qui est là pour traiter de l'image des marques de son pays. Il recherche des informations, il les traite et il balance pour que tout le monde, tout le reste du monde puisse voir ce qu'un pays représente, quelles sont ses potentialités, quels sont ses atouts. Les agents de communication sont là dans chaque ambassade ou consulat. Donc, si on comprend très bien, vous allez mettre du paquet dans le domaine de la diplomatie numérique pour faire donc briller l'image du Tchad à l'international. Justement, j'aimerais aussi rappeler que au niveau que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères ou des représentations diplomatiques, il y a toujours un site web qui est dédié à la communication. Pour atteindre un grand nombre de publics, il y a toujours un site. Ça participe à la promotion de l'État ou bien du pays. D'accord, M. Hissène, pour finir, quels sont vos conseils pour les jeunes, peut-être qui souhaitent aussi embrasser vos pas? J'aime beaucoup aussi cette matière. Ce que je pourrais conseiller à certaines personnes qui veulent devenir diplomates ou bien choisir cette discipline, je pourrais dire que c'est un métier noble, mais qui est très exigeant. Parce que là, il faut vraiment avoir des qualités. Quelles sont ces qualités, très rapidement? Les qualités d'un diplomate, c'est que c'est quelqu'un qui doit parler peu et beaucoup écouter. Parfois, on me reproche de beaucoup parler, mais ce n'est pas facile. Parfois, quand c'est le naturel, ce n'est pas facile de le chasser très rapidement. Mais je fais des efforts pour être dans... Voilà. Beaucoup écouter. Justement. Oui. Donc, le diplomate, c'est celui-là qui parle peu et qui écoute beaucoup. Et il doit aussi avoir d'autres qualités comme la neutralité ou l'impartialité, parce qu'il est appelé à gérer des conflits, des problèmes, de résoudre des problèmes, donc faire de la médiation. Donc, quand il n'a pas la neutralité ou l'impartialité, il ne pourrait pas être efficace. Il va prendre parti et il n'aura pas résolu le problème. Donc, il doit avoir la neutralité ou l'impartialité. Ensuite, il doit être rigoureux. Il faut de la rigueur. Un diplomate, c'est celui qui est rigoureux. Il fait son travail comme il se doit et il est toujours prêt à servir. À n'importe quel moment, si on l'appelle, il doit répondre. Et également,
il doit avoir une certaine qualité, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle permet de s'adapter aux situations difficiles. Dans des négociations, parfois, on peut vous provoquer. Et si vous n'avez pas cette capacité, vous allez tout gâcher. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, il faut comprendre l'attitude des autres et comprendre vos capacités et vos faiblesses pour mieux se prendre face à des situations compliquées. D'accord. OK. Merci beaucoup, Haïtienne. Si Ronce n'a pas d'autres questions, je pense nous arrivons à la fin de cet échange très intéressant avec Hissène Salim, élève de la 19e promotion. Merci beaucoup d'être passé, Hissène, sur le plateau. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Sur le thème, le rôle d'un diplomate dans le processus du développement. On va se donner rendez-vous mercredi de l'autre côté. Pour vous applaudir à la sortie. Merci. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. Et on va vous raccompagner avec une petite capsule. Tout le plaisir à moi, madame. Merci beaucoup.
Wow, c'était bien. Tu bouges la tête, c'est vrai. J'étais au même rythme avec ces femmes. C'était tellement beau. Hein? Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous continuons toujours notre rendez-vous de ce matin. Et là, c'était un plaisir pour nous de recevoir ici sur ce plateau un diplomate qui nous a donné plus de détails. Et là, cette capsule nous a permis également de recevoir un autre coach qui est là avec nous, qui va nous parler aussi des ressources humaines. C'est bien ça, madame? Oui, avec M. Clément Sianka, que nous allons retrouver après le jingle. Bonjour, Monsieur Clément Sianka et bienvenue sur le plateau des Matin. Bon début de semaine, ça fait longtemps. Oui, ça fait vous 2 et jours. Moi, ça fait longtemps. Ça fait 2 jours, c'est vrai. C'est vous qui êtes absent, je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison. Mais voilà, mais nous, on est de retour depuis un certain moment. D'accord, vous allez bien? J'avoue que je vais très bien, oui. Le week-end a été super, reposant et j'ai beaucoup mangé. Et voilà, tout va bien. C'est bien. J'ai beaucoup écouté la parole de Dieu aussi, tout ça. Donc, d'accord. Ça va. Avec vous aujourd'hui, on va parler du départ à l'amiable pour un employé dans une entreprise, dans une institution. J'en sais pas, vous posez déjà des questions, mais c'est un peu ce que nous allons... Alors, retenez que nous parlons du départ à l'amiable. Voilà. Alors, après avoir passé un temps quand même dans la question de sécurité en milieu de travail et tout, bien sûr qu'il peut y avoir des pans, des aspects que nous n'avons pas abordés, mais aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on parle un peu de ce qui embête souvent les relations entre les employés et les employeurs, c'est la séparation. Il faut bien qu'à un certain moment de la vie du travail, l'un ou l'autre peut décider de partir. La loi encadre un certain nombre de choses. Je ne parle pas des fins de contrat de façon globale, parce que là, c'est un grand chapitre. Bien sûr qu'on pourrait éventuellement prendre ça comme un chapitre où on peut parler de fin de contrat de CDD, comment ça se passe, on peut parler des CDI, comment ça se passe et tout ça. Mais ce matin, je voudrais juste qu'on se focalise sur les départs à l'amiable. Quels sont ceux qui sont concernés, quel est le type de contrat concerné, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir un départ à l'amiable le plus amiable que possible. J'exagère peut-être dans les mots. Et c'est important, je crois, de recadrer ce sujet-là et puis d'alerter aussi sur quelques erreurs que souvent les gens font. Premièrement, quels sont ceux qui sont concernés? Puisque c'est un milieu de travail, nous avons différents types de contrats. Oui. Le type de contrat qui est concerné par le départ à l'amiable, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. C'est vraiment toute catégorie de travail qui peut être concernée par un départ à l'amiable. Très logiquement, si je regarde la loi de façon pure, et je l'analyse et je reste droit dans les droits, les CDD, les contrats à durée déterminée, ne sont pas concernés par les départs à l'amiable, en principe. Okay. Je dis en principe. Mais, comme c'est un départ à l'amiable, ça veut dire qu'il y a toujours une aimabilité qui est ouverte et qu'on peut, y compris dans les CDD, avoir des contrats de départ à l'amiable. Pourquoi? Parce que le CDD, c'est des contrats à terme fixe. Oui. Vous commencez tel jour du mois, vous finissez tel autre jour du mois. C'est connu, vous arrangez à respecter ça et voilà pourquoi la loi ne prévoit pas de préavis, la loi ne prévoit pas d'indemnité de licenciement, la loi ne prévoit pas parce que vous savez en commençant quand est-ce que vous allez finir. Donc, il n'y a rien qui vous surprend. À la fin, vous finissez et ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas une compensation particulière lorsque vous devez être à ce contrat. Donc, très logiquement,
les contrats qui sont les plus concernés, qui sont le type de contrat qui est le plus concerné, c'est naturellement le contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que vous ne savez pas quand vous allez finir. L'employeur non plus ne sait pas quand est-ce que vous allez finir, mais il arrive deux moments où il y a des situations qui sont connues, très claires, où la loi a encadré, comme par exemple les démissions, comme par exemple le licenciement pour motif économique ou le licenciement pour motif personnel. Tout ça, ça existe. Tous ces types de séparation ne sont pas les mêmes pour le contrat à durée déterminée. Mais toutefois, comme je disais, dans les deux cas, il peut arriver que la loi est là, toutes les autres choses sont là, mais les deux parties se disent « d'accord, je sais que tu as droit à ça ». L'autre aussi dit « je sais que tu as droit à ça ». Mais on fait comment? C'est ça, en fait, ce qu'on appelle le départ à l'amiable. Ça veut dire que les droits sont là, c'est sûr, mais en même temps, vous vous dites peut-être que si on reste dans le pur droit, l'application stricte, chacun ne serait pas forcément gagnant. Parce que, il ne faut pas oublier, la loi et tout ça, c'est fait pour que personne ne perde. S'il y a un gagnant, tout le monde gagne. S'il y a un perdant, tout le monde perd. D'une manière ou d'une autre. Hein. Ce n'est pas vraiment du blanc-noir forcément. Donc, à ce moment-là, il y a des choses qu'il faut faire si vous voulez engager un départ à l'amiable. Qu'est-ce qui pousse d'abord à même engager le départ à l'amiable? Il faut le savoir. Ce qui pousse souvent au départ à l'amiable, c'est dans le cas, par exemple, de CDD, vous savez que vous devez finir, vous avez un CDD d'1 an. D'accord? Vous avez fait 8 mois. Il vous reste 4 mois à faire. Pourtant, vous avez une situation. Je dis une situation. Quand je dis ça, il ne faut pas voir comme si vous avez forcément trouvé mieux. Ce n'est pas forcément ça. Mais vous avez une situation qui vous amène à arrêter le contrat. Aussi bien l'employeur que l'employé. Bon, si c'est l'employeur, bien souvent, c'est compliqué. La loi va l'obliger à payer les 4 mois qui restent. Mais très logiquement, la même loi s'applique quand c'est un employé qui demande aussi son départ. Si vous avez fait 8 mois et que vous devez faire 12, vous devez payer à votre employeur aussi les 4 mois qui restent. C'est les deux. Ce n'est pas seulement une partie. Et là, souvent, les gens ont tendance à oublier déjà ça en matière de CDD. Donc, la loi force celui qui veut rompre de compenser l'autre partie par le reste du mois qui reste à couvrir. Donc, vous connaissez ça, mais en même temps, il y a une situation, soit une situation sociale, soit une situation, je ne sais pas quoi, qui arrive et qui voudra que vous mettez fin à ces CDD. Donc, vous engagez, la partie qui est le plus concernée engage. Moi, sans cacher, voilà la situation. J'ai peut-être mon enfant qui a besoin de mon assistance, je suis obligé de partir. J'ai mon épouse, j'ai mon époux, j'ai je ne sais pas quoi, une situation qui me force à ne pas continuer. Si je devais respecter la loi, je devais le faire. Je devais continuer à travailler. Sinon, je devais vous compenser. Mais j'en suis pas capable. Très honnêtement, voici la situation. Donc, si l'employeur, si c'est toi l'employé qui pose ce problème et que ton employeur, voyant ton comportement, parce qu'il y a plein de choses qui conditionnent ça. Si vous avez été un bon employé, si vous êtes correct, si vous avez toujours été sincère, si vous avez fait tout ce qu'il faut, parfois ça rentre en ligne de compte pour que l'employeur dise « c'est vrai, la loi me donne le droit que vous me compensez pour les 4 mois qui restent. Mais compte tenu de la situation, j'accepte qu'on... Je laisse tomber. Je vous fais grâce. » Et ça, c'est le départ à l'amiable. Et comme ça, ce n'est pas que vous ne connaissez pas vos règles, ce n'est pas que vous ne connaissez pas vos droits et vos devoirs, mais vous décidez simplement de faire faveur. Simplement. Et comme ça, ça fait que vous faites donc un procès-verbal pour dire, voici la situation, on a décidé de nous séparer. Vous amenez votre procès-verbal devant l'inspection de travail. L'inspection de travail, donc, va
interroger l'un et l'autre pour avoir la bonne foi des uns et des autres. Et lorsqu'il confirme la volonté des parties de se séparer à l'amiable, lui aussi, il appose sa signature avec une mention, l'accord des parties. Et donc, ça couvre les deux parties pour que l'employé ne puisse pas demain se réveiller pour dire « Oh, j'avais 4 mois, vous devez me rembourser des choses comme ça. » Ou l'employeur aussi va dire « Oui, mais il me devait 4 mois, il ne m'a pas payé, ainsi de suite. » Vous avez eu quelqu'un d'assermenté qui est l'inspecteur du travail qui a confirmé l'accord, la volonté des parties de se séparer à l'amiable. Et ça clôt le sujet. Et donc, à ce moment-là, il n'y aurait plus de conséquences judiciaires ou de choses comme ça parce que vous étiez d'accord. Sauf s'il y a eu pression. Si finalement l'employé comme l'employeur arrive à prouver que ma volonté de me séparer, l'accord que j'ai donné pour me séparer a été sous pression. Mais ça, c'est comme pour tous les actes juridiques. Bien sûr que vous avez une volonté, mais si vous arrivez à prouver que cette volonté que j'avais exprimée à l'instant T était due à une pression que j'ai reçue, et voilà la preuve de la pression que j'ai reçue. Là, le juge peut casser votre accord et remettre le droit. Mais ça, c'est vraiment voilà, à une étape très, très avancée, d'où finalement, c'est important d'être conscient que lorsque vous signez, lorsque vous êtes d'accord, soyez vraiment d'accord. L'homme, j'ai l'habitude personnellement de dire, l'homme est sa parole. Donc, si vous ne respectez pas votre parole, moi, je ne vous respecte pas. C'est ça. Donc, à ce moment-là, l'employé comme l'employeur doivent faire attention sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment le cas de CDD qui est peut-être le plus simple. Maintenant, le cas de CDI. Vous avez le CDI, vous connaissez les règles de séparation. Il faut une période de préavis. Si c'est d'abord, il y a les démissions. Vous pouvez démissionner, vous pouvez avoir commis des fautes. Oui. L'employeur va vous licencier pour faute grave ou pour insuffisance professionnelle. Ou bien pour motif économique, l'entreprise n'a plus de moyens de vous payer. Elle fait constater le fait par l'inspection du travail qui dit honnêtement, voilà mon bilan, voilà mes ressources, voilà mes dépenses, je ne peux pas. Donc je suis obligé de couper sur le personnel et j'estime que tel poste ne sont plus nécessaires. Donc en CDI, l'inspecteur ayant validé, on va vous donner votre lettre de préavis, on va vous séparer. Ça, c'est normal, la loi l'encadre. Mais à côté de tout ça, il peut effectivement avoir d'autres situations, comme par exemple, vous devez avoir, si vous démissionnez, il faut le savoir, si vous démissionnez, vous n'avez pas de droit. Zéro. Ouais. Vous n'avez rien. Vous renoncez, oui, le démissionnaire renonce à ses droits. Okay. Donc, tout ce que vous avez, c'est le salaire du mois, le congé, c'est tout ce que vous avez. Donc, si vous avez fait 20 ans dans l'institution et que vous démissionnez, vous renoncez. Donc, à ce moment-là... Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Mais justement... 20 ans, moi, je veux partir. Si je pars, je n'aurai pas mes droits. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est compliqué. Perdre les 20 ans, là, comme ça? Voilà le questionnement qui amène à la négociation pour le départ à l'amiable. Okay. Parce que s'il faut... Au moins 10 ans, hein? Mais justement, c'est là où on en arrive au fond de l'affaire, c'est que, connaissant vos droits et vos devoirs, vous posez le sujet. Que ce soit l'employeur, que ce soit l'employé, chacun pose son problème. Si c'est l'employé qui te trouve déjà un peu embêtant, il ne sait pas quoi faire avec vous. Pourtant, il n'y a pas un problème financier, il n'y a pas un problème... Vous n'avez pas commis de faute, mais en même temps, c'est bon. Il n'a presque comme ça. Voilà, ça arrive. Ouais. Et donc, comme vous n'êtes pas dans un système où vous avez signé un contrat pour mourir dedans, donc il faut à un certain moment vous séparer. Il y a des raisons pour se séparer. Mais si, malgré ces raisons officielles de se séparer, ça n'entre pas dans ce cadran-là, il faut bien entamer. Donc, l'employé peut entamer comme l'employeur peut entamer. Et dans ces cas, c'est la même chose. Vous posez votre problème aussi clairement. Si vous avez un préavis à faire, c'est le cas qui arrive. Je trouve un job,
peut-être là où les gens font beaucoup, que j'estime que c'est mieux. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux ouvrir déjà la parenthèse, c'est là où les employés font beaucoup d'erreurs. Si vous devez partir d'une entreprise parce que vous avez trouvé mieux, qu'est-ce qui est dans le mieux? Beaucoup de gens font d'erreurs d'analyse. J'ouvre donc cette parenthèse pour dire aux employés de faire attention. Le mieux que vous pensez, ce n'est pas le salaire. Oui. Pas uniquement. Donc, si vous devez baser votre décision de quitter votre ancien employeur sur la base que vous avez trouvé un salaire plus élevé que ce que vous gagnez maintenant, vous vous trompez. Mais totalement. Parce que le salaire n'est pas le déterminant de ce qui peut amener quelqu'un à partir. Très franchement, malheureusement, les gens ne comprennent pas ce côté-là. Quand vous devez décider de partir, à côté du salaire, il faut voir beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il y a une prise en charge médicale? Si vous voulez voir le côté pécunier, est-ce qu'il y a une prise en charge médicale? Est-ce que le transport est comment? Est-ce que le logement est comment? Est-ce que les primes de fin d'année sont comment? Est-ce que vous posez toutes ces questions-là? Parce que ça rentre dans ce qu'on appelle le paquet. Le paquet de la rémunération, ce n'est pas le salaire que vous touchez chaque mois. Mais c'est aussi tout un ensemble de la chose. Ça, c'est le côté pécunier. Mais l'autre aspect le plus important, je pense que j'avais évoqué ça ici, une fois, c'est le climat. La valorisation que vous avez dans votre travail. Tant que vous êtes dans un emploi qui vous valorise, la plupart du temps, les employés ne quittent pas. Mais si vous êtes dans un emploi où on ne vous valorise pas, vous pouvez lui payer le salaire qu'il vaut, mais quand il ne se sent pas satisfait, il va trouver un moyen de partir. Et nous qui sommes des auditeurs sociaux, on arrive simplement à poser des questions simples. Est-ce que vous êtes content de quitter votre maison pour arriver au travail? Si l'employé dit oui, je suis content, mais tu sens qu'il est content d'aller au travail, de retrouver son patron, de retrouver ses collègues, de retrouver vraiment tout joyeux, vous l'avez gagné. Mais si crispé, partir même son cœur, même s'il faut aller, son cœur bat, des choses comme ça, même s'il trouve moins comme salaire de ce que vous le payez maintenant, il va partir. Sauf les pervers, j'appelle ça pervers. Ceux qui sont capables, malgré qu'ils ne se sentent pas dedans, mais ils s'en foutent pourvu que la fin du mois soit assurée. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Donc, qui sont dans le travail avec leur cœur, avec vraiment leur émotion. Et là, si vous arrivez à capter ces gens de personnes, peu importe, je dis peu importe, cela ne veut pas dire que vous allez les brimer pour ça pour autant. Mais la rémunération ne fait pas partie, justement, de ce tellement d'analyse nécessaire pour garder les gens. Donc, pour revenir, si vous devez partir, pensez à tout ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si vous ne pensez pas... C'est l'aspect salaire. Voilà, mais l'aspect... Quand vous voyez seulement... D'ailleurs, et ça fait partie justement des études lorsque j'ai présenté mon mémoire de fin pour le diplôme que j'ai obtenu, ça fait partie de ce que j'ai étudié, la motivation du personnel. Qu'est-ce qui motive les gens? Donc, il est montré par A plus B que le salaire n'est que motivant pendant 3 mois. Quelqu'un qui quitte son travail parce qu'il a trouvé mieux, sa motivation reste que pour 3 mois. Après les 3 mois, ses dépenses se sont déjà ajustées par rapport au nouveau salaire. Il se retrouve exactement au point de départ. Voilà, et donc, du coup, la rémunération n'est vraiment pas pour les ressources humaines bien formées. La rémunération n'est pas le problème. C'est le climat du travail qu'il faut améliorer. Faire en sorte que le gars, l'employé, se sente valorisé. S'il a commis de fautes, on le tape. Et là, il sait qu'il a commis de gaffes. S'il a fait du bien, on le félicite. Et le féliciter n'est pas le bien payer forcément, mais le montrer à tout le monde qu'il a fait un bon boulot, voilà ce qui nous coinçait, et il est arrivé, il nous a trouvé la solution.
ça le valorise auprès des autres. Mais quand on n'a pas cette politique dans une structure, naturellement, les gens ont tendance à ne pas se sentir bien. Donc à ce moment-là, prenez votre décision de partir, mais tenez compte aussi de ça. C'était une grosse parenthèse certainement, mais c'était important de le dire. Donc vous prenez votre décision de partir. Vous avez des préavis à donner, vous avez plein de choses, et puis finalement, il faut bien que vous partez. Donc à ce moment, vous engagez avec l'employeur votre discussion, comme je venais de dire sur le cas des CDD. Je veux bien rester, la loi m'oblige à faire 3 mois de préavis, mais là, je suis obligé de partir. Si je démissionne, je sais que je perds ça, mais compte tenu de, est-ce que, voilà. L'employeur va, compte tenu de votre passé, vous avez été un type correct, vous avez participé à asseoir l'institution, je ne peux pas te retenir, ou si je peux te retenir, parfois, il m'est arrivé que les gens posent cette question. C'est vrai. À l'instant T, voilà la situation. Mais est-ce que je peux faire quelque chose pour te retenir? Au cas où c'est des questions de négociation. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te retenir? Peut-être oui, peut-être pas. Mais qu'est-ce que le nouveau te propose? Le nouveau me propose ci, voilà la preuve, voilà machin. OK. Moi, je ne peux pas faire ci, mais je peux au moins te faire ci. Je peux pas... Est-ce que tu peux rester? C'est une négociation. Donc peut-être que ça peut t'amener. Et d'ailleurs, là, à ce niveau-là, je préfère que si jamais un employé se trouve dans une position où l'employeur entre en négociation avec lui sur ce domaine-là, vaut mieux que vous restez. Je conseille vraiment de mieux. Parce que quelqu'un qui cherche à vous maintenir, il connaît votre valeur. Vaut mieux rester avec lui que d'aller vous marier avec quelqu'un d'autre qui ne connaît pas encore votre valeur. Voilà. C'est ça aussi. Donc, ça, ce sont de petites choses, mais c'est nécessaire de avoir cette astuce-là, de l'avoir présent. Si maintenant vous engagez et dites, OK, d'accord, parfait, vous pouvez partir. Ça veut dire que lui-même, ça l'arrangeait un peu pour que vous partez, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est nécessaire de poser ça. Donc, il va vous dire, voilà ce que je peux, voilà ce que je ne peux pas. Maintenant, vous savez, si vous démissionnez, peut-être la loi fait que vous n'avez droit à rien. Pas de droit de licenciement, pas de ceci, pas de cela. Bon, maintenant, on fait quoi? Moi, je ne peux pas te donner ça, mais je peux te donner tel autre. Je peux ceci. Peut-être votre convention collective prévoit, en cas de séparation, certains le font aujourd'hui, ce n'est pas de la règle, mais c'est juste des ententes entre les entreprises. On va te dire, en cas de séparation, licenciement ou quoi, vous avez 6 mois de salaire. C'est un exemple. Le code du travail ne le dit pas, mais il y a les gens qui s'entendent pour dire ça. Certains disent 12 mois. C'est ça qui fait augmenter en fait les droits de licenciement. Maintenant, on va dire, OK, au lieu de 6 mois, je comprends la situation, tu as été un bon, tu as été, mais je peux te donner, allez, 3 mois. Le reste, tu ne peux pas avoir. Mais toi, tu sais que si il devait rester dur, tu n'as rien. Maintenant, il te propose la moitié. Tu prends au lieu de perdre. Et comme ça, tu retrouves ton nouveau employé dans des situations. Donc voilà, en fait, les situations qui amènent à des négociations à l'amiable. Mais pareil, vous faites un procès verbal, vous faites constater par l'inspection du travail, tout le monde signe, tout le monde est d'accord, on se serre la main, et puis voilà. J'insiste dessus, vaut mieux une bonne séparation, même si vous sentez que vous avez été lésé, qu'un problème purement juridique où vous allez traîner 10 ans, 20 ans, parce que vous êtes en train de soi-disant, j'ai le droit. Souvent, d'ailleurs, je conseille de ne pas porter plainte contre les employeurs. C'est départ à problème, c'est ça? Bien sûr. Et après, départ à l'amiable. Et là, souvent, ce que vous rencontrez, c'est que le monde des employeurs étant tout petit, que ce soit à l'international qu'en local, on va vous ficher comme quelqu'un qui porte plainte contre Y. Mais si j'ai raison. J'avoue personnellement, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de porter plainte. Mais je dis qu'il vaut mieux commencer une négociation. Il faut vraiment être dans une négociation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous partez à l'inspection du travail. L'inspection du travail n'est pas un juge. Lui, c'est un négociateur. C'est juste un intermédiaire. C'est lui qui tente les premières négociations à l'amiable. C'est lorsque vous ne vous entendez pas
sur un conflit. Quand un conflit est devant l'inspection du travail, ce n'est pas encore un conflit. C'est juste des positions. L'inspection va chercher à vous concilier. S'il vous concilie, il fait un procès verbal pour dire, voilà, il y avait tel problème, j'ai concilié, et puis voilà, le procès verbal de conciliation, on scelle le sujet et le c'est clos. Maintenant, c'est lorsque ne vous entendez pas, l'inspection fait un procès verbal de non-conciliation en disant l'employé exige ceci, l'employeur dit ceci, voilà, il n'y a pas d'entente, je signe procès verbal de non-conciliation. Vous partez devant le juge. Et c'est le juge qui va décider. Et quand ça arrive aussi devant le juge, il ne tranche pas. Il vous met d'abord en conciliation au départ. Donc il va encore chercher au-delà de l'inspection de régler. Si ça ne règle pas, à ce moment, il pose le sujet dans le rôle. Waouh! Nous avons une question, mais la réponse a été déjà donnée. J'ai dit quand même la question. Bino Anne qui dit comment quitter une entreprise pour qui vous avez un CDI? Vous avez donné des éléments de réponse. Voilà. Vous démissionnez et puis... Tout est communication, tout est négociation, tout est entente. Hein? Mais j'ai l'impression que la vie de tous les jours que vous menez dans votre entreprise est déterminant dans tout. Si vous êtes une personne absentéiste, si vous êtes quelqu'un qui n'était pas performant dans son milieu de travail, si vous êtes une personne chiante, si vous êtes... Ça va accélérer c'est pas seulement que ça va accélérer, mais c'est que l'employeur n'aura pas un cœur pour vous faire des faveurs. Il n'aura pas. Puisque vous avez été chiant, vous êtes celui-là qui était toujours en train de le critiquer par-ci. Et il apprend, même s'il ne vous reproche pas. Parce que ça se dit, vous parlez avec votre collègue, vous pensez que c'est entre vous là-bas. Mais quelqu'un va lui rapporter. Donc il sait. Et donc si tout ça accumulé, vous venez maintenant pour dire, je veux partir, mon gars, tu démissionnes, t'as 0. Point barre, prends la porte. Terminé. Et il a raison, il applique la loi dans sa stricte neutralité et il s'en fout. Il ne te fait pas du mal, il ne fait que respecter ce que la loi dit, mais vous n'aurez pas sa faveur. Alors que la négociation, c'est appeler à une faveur, quelque chose. Je sais que je n'ai pas droit, mais est-ce qu'on ne peut pas arranger un peu les choses? Et puis vous arrangez et ça passe. Et voilà, nous arrivons à 8h pile. Oh. C'est l'heure de la fin de l'émission. Merci beaucoup. 9h, hein? Il est 9h. Voilà. Elle est en temps universel. Je n'avais même pas vu l'heure passer, je peux vous dire, sincèrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Clémention. Merci à Rome de Numsenga pour la représentation. On va dire merci à Minganouji Dinalo pour la réalisation, Mogabo Gaël au son. Coucou à nos amis de la diffusion. On se donne rendez-vous, Clémention, le vendredi. Merci beaucoup et très bonne journée. Bon début de semaine à tous et à toutes. Et à très bientôt.